welcome back to the second day of MP 2024 with session 7, Decolonizing the Academia. My name is Sarah Imani. I'm a German lawyer working for the German Institute for Human Rights, and I'm formerly with the European Center for Constitution and Human Rights. I'm saying this because one is a national human rights institution, the other one is really an NGO, an activist NGO working with law, decolonizing law through legal practice. That's why I'm mentioning me being a little bit impolite and introducing myself first. But now the floor is to our panelists, these team panelists, and I'm handing over. They are introducing themselves and present their paper one after the other. And then we can start with having questions from the audience. I have a few, so really happy to be here and welcome. Who wants to start? So we can start with Ricardo Fiorentino Salas Astran. So, si vous voulez commencer avec la présentation ou on peut commencer avec Pierre aussi, c'est votre choix. Je vais décaler. Alors, parce que là, that was the way it was structured, so fine with you. Okay. I think it's a good way also. Bueno, yo voy a hablar en castellano, ¿cierto? Que es mi lengua materna. Sé también un poco de francés. Ya hice mi tesis de doctorado en Lovaina en los años 90, ¿cierto? Sobre el lenguaje religioso mapuche. Y de ahí, durante 40 años, me he dedicado a trabajar sobre la problemática mapuche desde una perspectiva no solo filosófica, sino que también política y comprometido con la situación del pueblo mapuche y de todos los pueblos indígenas. Entonces, podríamos decir que soy de esos profesores que tienen una extraña mezcla entre la actividad académica, ¿cierto? Y la actividad militante, lo que tiene problemas, ¿cierto? De distintos tipos. Problemas científicos porque hay colegas que consideran que eso es algo que uno no debiera realizar si uno quiere hacer una investigación científica en serio, ¿cierto? Sobre todo porque ha predominado esa concepción positivista, ¿cierto? De que la ciencia tiene que ser algo objetivo, ¿cierto? Tiene que ser neutral y tiene que ser autónoma en relación a los problemas sociales, políticos, ¿cierto? Que afectan los temas de investigación. Pero también hay un problema que tiene que ver con la actividad militante, porque hay mucha militancia, ¿cierto?, que trabaja en pos de los pueblos indígenas, que son, diríamos, personas muy vinculadas, ¿cierto?, a unos proyectos un tanto ideológicos, ¿cierto?, donde no son capaces de cuestionar los supuestos que tiene la actividad política en relación a los pueblos indígenas. Entonces, se podría decir que uno se vuelve una persona que es difícilmente aceptada por la comunidad científica y también difícilmente aceptada por el mundo de la militancia, porque de alguna manera cuestiona, ¿cierto?, ambos mundos. Bueno, voy a contar más lo que yo he hecho, digamos, en esa relación mutua y compleja, pero quiero decir simplemente en qué estoy trabajando hoy día que tiene que ver con lo que se discute en esta mesa. Hace aproximadamente 10 años tenemos en la Universidad Católica de Temuco, ¿cierto?, en el sur de Chile, ¿cierto?, 600 kilómetros al sur de Santiago de Chile, que es la capital del país, un programa de posgrado que llamamos Estudios Interculturales. Y lo que nosotros queremos hacer en esos estudios interculturales es vincular tres problemáticas, ¿cierto?, en la formación tanto del máster y luego del doctorado. Una cuestión epistemológica, que tiene que ver con la justicia entre saberes. Una cuestión lingüística, hasta dónde nosotros podemos entender a los pueblos indígenas si no conocemos bien las lenguas en que ellos se expresan. Y la tercera, una cuestión sociohistórica, entender el complejo, ¿cierto?, vínculo que tiene la sociedad mayoritaria, en este caso la sociedad chilena, con la sociedad mapuche. Entonces, en palabras muy sencillas, todos los estudiantes del máster como del doctorado tienen que aprender cuestiones epistémicas,
lingüísticas e históricas. Ahora, todo en principio pensado desde el mundo de la academia científica. Entonces, cuando vemos la línea epistémica, entonces, bueno, hay toda una deconstrucción de lo que es la racionalidad europea, y ahí se usan, bueno, autores tan importantes, ¿cierto?, como Raymond Panikkar, ¿cierto?, Boaventura de Sousa Santos, Enrique Russell, Walter Mignolo, digamos que son, ¿cierto?, las grandes estrellas de la discusión de la deconstrucción epistémica. Cuando vemos la cuestión lingüística, entramos también a discutir a los grandes teóricos, ¿cierto?, de la semiótica europea, y entramos entonces a temas complejos de traducción, Georges Bounan, L'Admiral y todo ese tipo de gente que ha hecho esfuerzos muy importantes para entender que el problema del vínculo entre lenguas no es tan sencillo como uno quisiera, ¿cierto? Uno quiere creer de que la traducción permite hacer pasar los sentidos de una lengua a otra, pero eso es un invento que nosotros hemos hecho, porque en realidad habría que preguntar a las personas concernidas si efectivamente se está traduciendo correctamente, ¿ya? Y la última cuestión, que es la más compleja, ¿cierto?, que es la cuestión histórica. ¿Cómo pensamos, ¿cierto?, desde los pueblos indígenas, cuando todo lo que nosotros sabemos históricamente de ellos ha sido pensado desde el poder, ¿cierto?, de una historia oficial, que, para decirlo de una manera sencilla, como lo ha enseñado, ¿cierto?, la historiografía francesa, no es más que una historia, ¿cierto?, de los que han vencido. ¿Cómo pensamos hoy la historia, ¿cierto?, de los que de alguna manera fueron derrotados, y donde sus relatos y sus memorias de sufrimiento no han sido suficientemente expresadas? Bueno, eso es el programa, ¿eh? Eso es lo que nosotros ofrecemos desde una perspectiva epistémica. El problema aparece cuando nosotros nos encontramos con estudiantes, ¿cierto?, que vienen de distintos lugares. Hay estudiantes que vienen de las clases medias acomodadas, ¿cierto?, que plantea problemas porque deconstruye muy fuertemente lo que ha sido su formación tradicional. Cuando entran los estudiantes de origen popular chilenos, ellos contentos porque de alguna manera sienten que en ese tipo de deconstrucción hay algo de la historia de las luchas populares y de resistencia de los movimientos sociales chilenos. Pero, y eso es lo que yo quiero exponer aquí, tiene que ver el problema: ¿qué pasa cuando ingresan estudiantes mapuches, ¿cierto?, a nuestro programa? Cuando un mapuche hace estos estudios, ¿cierto?, ellos al comienzo se quedan preguntando, bueno, diciendo, ¿será verdad esto que tenemos hoy día un programa que nos permite hablar de una manera más seria y más en profundidad de lo que nosotros hemos vivido y sufrido? Entonces, la primera experiencia en los cursos que tienen es, se quedan sorprendidos, atónitos, ¿eh? Es decir, ¿será que ahora estas instituciones académicas de verdad han cambiado? ¿Tienen efectivamente ahora una posición que nos permite dialogar con ellos? Y entonces empieza todo un proceso que luego culmina con la presentación de lo que ellos van a hacer como proyectos de investigación. Y allí aparece el problema más importante, porque los estudiantes mapuche, cuando presentan sus proyectos de investigación, ellos apelan siempre a la valorización de lo que es su saber tradicional. En Mapuzungún, Mapunkiman, sabiduría del pueblo mapuche. Entonces, claro, para nosotros los académicos resulta muy complejo, porque resulta que hemos aprendido que cuando uno presenta un proyecto de investigación, tiene que ser sobre la base de los teóricos, ¿cierto?, occidentales. Si son franceses, bien; si son alemanes, mejor; y si son norteamericanos, bueno, hay un poco más de sospecha. ¿Estamos? Entonces, hay un problema bien interesante que se plantea, porque ellos quieren investigar desde la sabiduría propia de ellos. Y se nos plantea un problema a los profesores, porque los profesores que son menos militantes, ellos dicen, eso no es un proyecto de investigación científico. Ellos se están dando vueltas sobre sí mismos, porque ¿cómo un mapuche va a estudiar en su cultura, ¿cierto?, lo que él ya sabe que tiene una respuesta?
Entonces no es una investigación. Él se está preguntando algo sobre la cual él ya tiene una respuesta predefinida. Bueno, los que somos más militantes, yo soy el director del programa de doctorado, entonces yo juego más a favor hacia el mundo mapuche, diciendo, bueno, esto es un tema importante, porque ellos de alguna manera nos están planteando un cuestionamiento. ¿Por qué nos están diciendo, ustedes nos quieren enseñar cómo hacer investigación científica en un contexto occidental, con epistemología occidental, con problemas de la lengua, como lo han estudiado, ¿cierto?, los semióticos, y con problemas de historia, donde no se piensa la historia de los vencidos? Entonces se produce, yo diría, como, usando, ¿cierto?, la expresión de Bourdieu, ¿cierto?, un verdadero campo de disputa de cómo se arma un buen proyecto de investigación. Y ahí no está resuelto el tema, ¿verdad? Porque finalmente, ¿cierto?, los estudiantes mapuche, para poder seguir adelante, tienen que buscar profesores que sean más militantes que académicos. Y ahí entonces empieza, digamos, un problema que sería como, ¿cómo se produce hoy una renovación de nuestras metodologías de investigación científica cuando los jóvenes mapuche, ya en este minuto tenemos 8 estudiantes de doctorado, ¿cierto?, apelan fundamentalmente a las categorías de la lengua mapuche, al mapu suburbi? ¿Qué hacemos entonces cuando los estudiantes quieren investigar en su propia lengua y usar las categorías propias del mapu suburbi? Categorías que no todas son posibles de traducir. Por ejemplo, hay 2 jóvenes mapuches que están estudiando temas ambientales, que es uno de los temas que estamos discutiendo también en nuestras mesas. Entonces, en mapu suburbi existe la expresión Itrofil Monguel. Y para un intelectual, digamos, occidental, eso hay que traducirlo. Entonces, bueno, ¿cómo se podría traducir? Algo así como la imbricada relación vital que tenemos todos los seres vivos unos con otros. Por tanto, podríamos decir que en el mundo mapuche existe un concepto para hablar de eso que nosotros llamamos el medio ambiente, los problemas medioambientales. Pero tiene muchas otras dimensiones, porque no es solo un problema de tipo biológico, físico, sino que tiene que ver con una dimensión espiritual, tiene que ver también con una dimensión religiosa. Entonces, para nosotros, ¿cierto?, que estamos formados en una academia más bien positivista, resulta muy complejo trabajar con todos estos temas de espiritualidad y de religiosidad con las que están teñidos todos los conceptos en lengua indígena. Por ejemplo, tenemos la noción de persona, en mapuche, che. Pero ser persona no es solamente un tema como nosotros lo identificamos en un concepto occidental, un individuo, ¿cierto? O algo como una unidad psicosomática entre cuerpo y psiqui o mente. Para el mapuche, ¿cierto?, ser persona es un proyecto vital que dura toda la vida. Y en verdad uno es persona en la medida que se vuelve sabio. Pero ser sabio no es algo que uno lo sea cuando es joven, sino que a medida que uno avanza en la edad, uno puede llegar a ser sabio. Incluso las grandes autoridades dicen, uno finalmente no es sabio más que cuando uno llega a enfrentar, ¿cierto?, la posibilidad de comprender su vida como un conjunto, ¿cierto? Y por tanto eso no es más que cuando uno llega ya a un momento final de la vida. O sea, eso los cambia. Sintetizo y con esto cierro. Para mí, ¿cierto?, como un intelectual militante del tema intercultural y decolonial, lo que me parece más sobresaliente de las investigaciones que hacen nuestros estudiantes indígenas es que ellos cuestionan a la academia occidental respecto a los modos como nosotros hacemos conocimiento. Yo creo que nosotros nos quedamos cortos cuando decimos que los intelectuales hacemos solo extractivismo, porque eso es solamente una cara de la moneda. El tema es, nuestras universidades están dispuestas a tener a estos estudiantes indígenas para que puedan hacer ellos sus propias investigaciones a partir de los criterios de sus epistemes propias y de las posibilidades de su lengua. Y ahí nos plantea el problema. ¿Será posible en nuestras universidades que los estudiantes mapuche
hagan y presenten sus investigaciones doctorales en la lengua indígena. Por eso, yo termino. Muchas gracias. Mira, lo voy a decir, hagan todos para que entonces, bueno, la cosa es que yo pensaba que hoy día empezábamos a tarde, porque como hubo cambio de horario, entonces me disculpo por eso. Hay un malentendido aquí con los horarios y eso me afectó ayer en mi presentación y me afectó hoy día también. Conozco a Ricardo por mucho tiempo, sé su trabajo, así que puedo comentar sobre él sin haber atendido a su presentación. Fue mi guía también dentro de mi tesis doctoral, así que no me siento tan culpable en este sentido. Ya, eso nomás. ¿Qué más debo decir? I'm sorry, I can understand. Oh, you can understand. I understand Spanish, but I can't. Okay, so yeah, I speak in English. So you're the discussant, so maybe you can give us few, because you're familiar with this. So Yes, you can sort of respond a little bit, like 5 minutes, Yes. and so we can take it up from there, because then we have a break. Yeah. And then we can hand over to Matthew, because I think it. It's not an idea. Interpreter needs to you to move closer to the microphone so that she can Yes. actually It's translate. not an idea that you continue with the presentation and then we go around it, because otherwise I think it's Okay, so then why now. should I should go. So I think it's that way as well, and I think it's very beautiful transition to Matthew's presentation, because it's about the ethics of research. Yes. Just a translation to make use of it if you want to. I'll share my screen. En français. Alors, donc oui, je m'appelle Mathieu Boivin, je suis doctorant en sciences humaines appliquées à l'Université de Montréal. Je suis membre du Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtones au Québec. Et au sein de l'Université de Montréal, je suis chargé de cours coordonnateur des programmes en études autochtones. Je suis aussi membre d'un comité spécial rectoral sur la décolonisation de la recherche qui est associé à la planification stratégique de l'université. Ma thèse porte sur... pour ma thèse, j'étudie l'éthique de la recherche en contexte autochtone avec une approche conceptuelle et interdisciplinaire. Mes projets contribuent au travail du comité de décolonisation de la recherche. Donc, l'objectif est un peu d'intégrer au niveau systémique dans l'université une approche de décolonisation dans la recherche et entre autres par rapport à mon projet pour l'éthique. Lors de la présentation d'aujourd'hui, je vais parler brièvement des principaux des principes bioéthiques fondamentaux de la recherche prônés dans les différents milieux universitaires nord-américains. Le cœur de la présentation va plutôt porter sur certains concepts essentiels pour une éthique de la recherche relationnelle, en fait pour une éthique relationnelle au sens plus large, telle que prônée par de nombreux acteurs et actrices autochtones en recherche. Cette analyse est le sujet du chapitre 3 de la thèse. Je vais conclure avec quelques recommandations pour assainir le milieu de la recherche au niveau interpersonnel et institutionnel. Donc, dans leur manuel intitulé Principles of Biomedical Ethics, publié pour la première fois en 1978, Tom Beauchamp et James Childress fixent 4 principes fondamentaux pour une analyse d'un travail clinique: l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Ces principes-là sont l'héritage d'une longue tradition philosophique, juridique et scientifique dont les origines remontent facilement au 14e siècle et qui sont lentement intégrés depuis l'époque des grandes traversées. Au 19e siècle, on a commencé à utiliser ces considérations pour formuler une éthique de la recherche scientifique. Essentiellement, les principes moraux identifiés par Childress et Beauchamp sont les concepts fondamentaux qu'on utilise pour encadrer la recherche. Il faut attendre le 20e siècle avant qu'on s'intéresse plutôt au caractère et à l'éthique en contexte autochtone plus particulièrement. En 1993, la Fédération canadienne d'études humaines organise une table ronde sur les peuples autochtones et la recherche en études humaines.
Depuis 1996, il y a un comité national de l'Assemblée des Premières Nations du Canada qui a mis sur pied ce qu'on connaît aujourd'hui au Canada comme étant les principes de PCAP, qui exigent que les données issues des premiers peuples demeurent la propriété de ces peuples, qu'ils soient sous leur contrôle, qu'ils en aient l'accès à leur guise et qu'ils en aient la possession physique. Ces principes-là sont assez connus, du moins au Canada, et sont assez faciles d'accès. Vous pouvez suivre le lien du centre de gouvernance. Je ne vais donc pas en parler davantage. Ce qui m'intéresse plutôt dans le cadre de ma recherche, c'est ce qui sous-tend ces concepts-là. Dans la littérature produite par les organismes et les personnes autochtones, il ressort une liste assez vaste de valeurs fondamentales ou de principes de base. Au fil du temps et des conversations, j'ai tranquillement fini par comprendre l'interrelation et l'interdépendance de plusieurs de ces concepts. Même s'ils apparaissent parfois comme étant distants et voire contradictoires, ils sont souvent plusieurs aspects d'une chose, en fait. Le professeur en éducation d'origine Tewa Pueblo, Gregory Kayate, suggère d'ailleurs une image pertinente permettant de mieux comprendre la complexité et la diversité des concepts, ainsi que la dynamique entre chacun d'eux. Dans cette version d'une roue de médecine, on voit 4 vertus cardinales: l'intégrité, la participation, l'empathie et la responsabilité. Dans cette roue, évidemment, tout est en mouvement, tout est un processus en mouvement. Entre chacun des points cardinaux, il y a une dimension extérieure, dans le cercle extérieur, donc, et cette dimension extérieure est ouverte et offerte à l'autre, et il y a une dimension intérieure qui est plus près de soi. Au cœur du processus, il y a l'espoir, que plusieurs nomment aussi l'amour. Cette partie, c'est à partir de cette image de Kayate que je présente les concepts phares de l'éthique relationnelle en contexte autochtone. Je m'appuie aussi beaucoup sur un texte de Marie Tchernich, donc celui qu'on voit au milieu. Marie Tchernich, qui est une femme Innu, qui n'est pas une académique, qui est aujourd'hui une aînée, mais le texte a été produit en 1988. Elle a produit ce texte-là pour le centre de formation Nuchimyo Atusun de Wahat Makmayotenam, de sa communauté. J'utilise aussi les textes de Begedi Chilisa et de Charles Wilson. Je regroupe les différents concepts sous 3 thèmes principaux: la communauté, l'humilité et le terme anglais accountability, que je vais traduire en français par une diable, responsabilité et redevabilité. Donc, l'idée voulant que les peuples autochtones sont des sociétés fondées sur la vie communautaire est devenue un lieu commun, à un point où on a souvent fait le raccourci entre les ontologies relationnelles autochtones et les mouvements communautaristes et même communistes. Cela dit, les identités autochtones ne se développent évidemment pas en réaction ou en opposition au capitalisme. Il y a certainement une résistance par rapport au capitalisme, et surtout, elle le précède, et surtout, elle existe, les ontologies autochtones relationnelles existent nonobstant le capitalisme et le néolibéralisme. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment l'autonomie au sens autochtone se distingue de la liberté au sens libéral dans la philosophie occidentale. C'est en assistant à une engueulade entre une aînée et son employeur que j'ai compris que l'autonomie était intrinsèquement liée à l'interdépendance. Ici, je reprends le vocabulaire de Marie Tchernich pour expliquer le binôme autonomie-interdépendance. Je présente à côté, à titre indicatif, certains concepts sous-jacents à celui de liberté au sens occidental, de la philosophie libérale. L'objectif n'est pas de dualiser les deux, mais simplement de les distinguer, et je vais me concentrer surtout à présenter la partie autonomie. Donc, pour Tchernich, il est fondamental pour les membres d'une communauté autochtone qu'un membre d'une communauté autochtone apprenne par lui-même de manière à ce qu'il ne représente pas un fardeau pour le groupe. Cela implique qu'il est responsable, qu'il a la responsabilité de qu'il est de la responsabilité de chaque individu d'apprendre à se connaître lui-même, de se développer, de développer ses propres façons de faire et de connaître ses propres forces et faiblesses.
C'est ce que Kayate appelle la responsabilité et l'intégrité, et qu'il nomme, au sens global, réflexivité. Chacun a la responsabilité de se connaître, de connaître l'intégralité de sa personne et d'être intègre. Aussi, connaître ses faiblesses implique de ne pas s'apitoyer sur son sort. Au contraire, être intègre, étant intègre, chacun doit assumer ses propres faiblesses et chercher à les dépasser en développant ses forces. Cette autonomie demande aussi d'être généreux envers le groupe. Il faut partager, faire profiter de ses forces et respecter les qualités et les apports de chacun. Cela est lié à la réflexivité. C'est parce que chacun a ses propres forces que je peux pallier à mes propres faiblesses. Ainsi, il y a une harmonie au sein du groupe où chacun profite à l'autre, quitte à le faire à son propre détriment. Tchernis emploie l'exemple de la chasse au gros gibier dans la pratique traditionnelle Innu. Si tu attrapes un caribou, tu ne peux pas le garder pour toi-même. D'une part, parce que tu vas nécessairement en gaspiller une bonne partie, c'est gros, un caribou, et gaspiller une partie du don que l'animal a fait de sa vie, parce qu'il faut comprendre que dans la cosmogonie et dans la cosmologie Innu, c'est l'animal qui fait don de sa vie, on ne le tue pas. Et d'autre part, parce que la survie même des autres membres du groupe ou des autres groupes dépend peut-être de ce qu'on partage cette viande-là avec eux. De même, il est probable que plus tard, tu te trouves toi-même en carence, en manque, et que ta propre survie dépend de la générosité, de l'abnégation des autres. Ce principe se trouve chez Kayate entre l'empathie et la responsabilité. C'est pas moi qui le contrôle assuré à l'écran. Donc, ça se trouve entre l'empathie et la responsabilité. Pour Tchernis, chacun est libre de quitter le groupe quand il veut. Il n'y a pas d'obligation autre que de respecter les règles internes du groupe et sinon de le quitter. Chez Kayate, on trouve cela entre intégrité et participation, où on doit faire preuve de courage face à sa propre réalité. Cette autonomie-interdépendance n'est pas réservée au groupe humain. Comme la penseuse Anishinaabe Leanne Petamosake-Simpson le souligne en 2014 dans son article « Land as Pedagogy », les animaux, les esprits, les humains vivent tous en interdépendance avec la Terre et les uns avec les autres. Il est fondamental de respecter l'autonomie de chacun. Cela se vaut dans la vie en communauté et la vie en recherche est une vie en communauté. Les chercheurs et chercheuses doivent agir de la même manière. J'insiste plus amplement sur la notion d'humilité qui a déjà été esquissée dans la diade autonomie-interdépendance. Comme il a été dit, la réflexivité est essentielle à la vie en communauté. Celle-ci commande de reconnaître ses ignorances et ses limites, d'être toujours prêt à apprendre, à amender son comportement, à se transformer soi-même comme personne. Le psychologue et chercheur Opaskoyak Sean Wilson insiste pour dire que si la recherche ne t'a pas changé comme personne, alors tu ne l'as pas bien faite. Pour Tchernis, encore une fois, cela implique de ne pas s'apitoyer sur soi-même. Au contraire, l'humilité commande de l'autodérision. Il faut prendre ça avec un grain de sel et être prêt à rire de soi-même. Cela dit, l'humilité demande aussi de faire preuve de transparence ou d'honnêteté. Je crois que les deux termes expriment ici la même chose. Dans la roue de Kayate, je loge le concept à plusieurs endroits, dans la notion de réalité, dans la sagesse, dans le partage et dans la connaissance. Autrement dit, être transparent relève à la fois d'une connaissance de soi-même empathique et d'un engagement à participer à sa propre réalité de façon intègre. Être transparent relève à la fois de la sagesse de reconnaître l'intelligence du groupe duquel on fait partie et de la responsabilité de partager avec eux les limites de nos propres connaissances, de nos expériences et de nos compétences. Enfin, l'humilité commande aussi une révérence, c'est-à-dire une reconnaissance, un dévouement envers le groupe qui nous accueille, nous transmet ses savoirs, voire nous permet de vivre grâce à ce qu'il nous partage. Il y a là un besoin de respect mutuel, de souci de l'autre et d'humour.
Je conclus cette partie en insistant sur l'impératif de la mutualité. Les autrices et auteurs anglophones emploient le terme accountability pour traiter du sujet. Je le traduis par une autre diade, donc responsabilité et redevabilité. Je pourrais même ajouter imputabilité. La vie en communauté ne peut pas se faire sans que l'on travaille continuellement et perpétuellement à assurer un équilibre entre chacun des membres du groupe, avec une attention particulière pour les jeunes et les aînés qui, pour les jeunes, portent les relations que l'on construit, entretient ou détruit avec le monde pour les générations à venir, et pour les aînés, portent l'expérience et la sagesse des relations avec les générations qui ont précédé. Un équilibre aussi entre les savoirs académiques et locaux, entre les groupes, la terre, les esprits, les animaux et le monde. Cet équilibre comprend l'interdépendance entre chacun et comprend l'enracinement local qui permet aux communautés autochtones, à leur savoir, à leur société, de ressurgir et de se régénérer. En d'autres mots, chacun est responsable d'assurer cet équilibre envers le groupe, ses savoirs, ses relations auxquelles il est redevable. Cela demande d'être intègre, soit d'avoir le courage de respecter sa personne et ses valeurs, tout autant que de respecter l'intégralité de ce qui compose le groupe, son autonomie, son interdépendance, son lien avec la terre, avec les esprits, l'équilibre entre les savoirs. Quand on parle de vision holistique du monde, c'est de cette responsabilité, de cette redevabilité envers l'intégralité de soi et du groupe, envers l'intégralité du monde que l'on parle. En somme, tout est lié, tout est relation. La relation n'est pas une fin ni une finalité, elle est un processus. Elle est un processus qui se construit au fil des longues années de vie, d'amitié, d'amour profond et réel pour l'autre. La relation est un processus qui se tisse et se noue au fil des ans pour relier l'ensemble de ce qui compose chaque personne, chaque savoir, chaque lieu en un réseau d'autonomie et d'interdépendance. Elle est un processus qui fabrique des façons d'être au monde, de connaître et de comprendre la vie humblement, avec dévouement, comme une étoffe qui nous protège des rigueurs du climat, comme la courte pointe qui porte tout l'amour que notre grand-mère a eu pour nous et qui nous borde et nous console quand on est venu au monde, quand on vit au monde. Et comme cette couverture que l'on lègue ensuite à nos petits-enfants avec amour et espoir. Que retenir de tout ça? D'emblée, je dirais qu'il est impératif de reconnaître le rôle de la communauté dans la recherche. Ici, je ne parle pas de la communauté de chercheurs ou de pairs qui évaluent nos projets. Je ne parle pas que de ça. Je parle plutôt et surtout de la communauté qui nous accueille et qui partage une partie de sa vie pour nous donner accès à des savoirs, des façons de connaître le monde et à des façons de comprendre le monde. Cela relève de la responsabilité, de la redevabilité, et cela demande de l'humilité de la part des institutions et des individus en recherche. Cela demande aussi de prendre le temps de tisser les liens et de les chérir avant, pendant et après la recherche. Concrètement, je pense que les institutions devraient reconnaître les relations avec le terrain au même titre que les publications, c'est-à-dire valoriser et récompenser le travail fait en amont avec les communautés autochtones pour développer les projets, ainsi que le travail de restitution des savoirs. Les institutions devraient aussi ne pas chercher à protéger leur propre intérêt, leur réputation ou leur pouvoir, mais plutôt se questionner continuellement sur les moyens d'assurer un équilibre dans les relations et de protéger les relations avec elles. En fait, de protéger les relations elles-mêmes. Cela demande, entre autres, de toujours demander aux membres de la communauté son avis plutôt que de supposer que l'on agit pour son bien, ce qui est paternaliste par ailleurs. Je crois qu'il est aussi essentiel de former les jeunes chercheurs tout autant que les chercheurs établis au savoir-être et à l'éthique de la recherche en contexte autochtone. Pour les individus en recherche, les mêmes commentaires se valent, évidemment.
J'insiste néanmoins sur quelques éléments supplémentaires. Soyez humble, honnête et transparent. Reconnaissez vos ignorances et vos faiblesses. Soyez reconnaissants envers ceux qui vous accueillent avec soin et amour. N'oubliez pas que vous leur êtes redevables. Soyez intègres et soyez aimants. Merci. Yes. Merci, Mathieu, parce que là, I think the speaker should come here and we should go there. Or not? Just I one think minute. it's just one line. Yeah. And then- Oh, one Yeah. line, here, here. It's a- yeah. Okay. Yes. Would you like to change? No, I'm not, yes, this is what I'm going to do. Yeah. Okay. Thank you for generously sharing your research with us, such an involved, and I think it was beautiful how we started with the university decolonizing the academic, or what it means in terms of knowledges, languages, what we need to support people from the communities within the academy in their research, and now like moving on to the methodology, and presenting this with a center of humility and interrelationness. That was, I think, a very beautiful transition, and I was thinking, and we can discuss that later, what it means to be community-centered, but then even community-driven, and that goes maybe then supporting the Torah students at the university. And I think now we are turning a little bit more on the substance side, which I think it makes completely sense, and I'm very much looking forward to hear Pierre about talking about the landscape. Landscape as a legal concept and as a space to protect the territories of indigenous people, how that works out, what you can learn from that. Merci beaucoup, Sarah. Je vais effectivement essayer de vous parler du paysage que je qualifie d'autochtone, de la façon dont un paysage peut recéler toutes ces valeurs autochtones. Surtout, moi, ce qui me tient à cœur, c'est plus l'essentiel de mes recherches, c'est la façon dont en France, qui est un pays unitaire, indivisible, enfin voilà, on ne connaît pas les peuples autochtones, juridiquement, sauf en Nouvelle-Calédonie. Comment on peut introduire dans le système juridique des éléments qui permettent justement de protéger des droits que je ne qualifie pas de droits de peuple autochtone, puisqu'il n'y a pas de peuple autochtone, mais des droits bioculturels, droits autochtones, donc se servir finalement de tous les dispositifs, toutes les dispositions juridiques qu'on peut trouver dans n'importe quel code, dans n'importe quel loi, code de l'urbanisme, code de l'environnement, code de l'aménagement, etc. Et la façon dont, dans ces différentes règles, on peut faire surgir des éléments qui peuvent servir à la protection de ces peuples autochtones inexistants en tant que tels, sauf évidemment les cas. Voilà, mon travail juridique, mon travail de recherche juridique, c'est vraiment là-dessus sur l'identification de tous ces outils qui permettent justement de protéger les peuples autochtones en dépit de leur existence. Et le paysage qui est une notion complètement neutre, complètement. On a parlé hier avec Alex d'ontologie, de notions justement qui peuvent, comment dire, opposer une ontologie neutre et une ontologie autochtone. Le paysage, c'est exactement ça en fait. Je suis vraiment situé dans le prolongement de l'intervention d'Alex, où on va voir que finalement une notion assez neutre, le paysage, avec une conception assez esthétique. Vous pouvez aller au musée d'Orsay, vous verrez qu'il y a beaucoup de paysages qui sont représentés avec une valeur esthétique, et finalement on passe vers autre chose, vers un paysage qui est comment dire, pénétrer d'autres valeurs que simplement l'esthétique, en tout cas plus que l'esthétique, mais des valeurs autochtones. Alors le problème, c'est la notion de paysage, la définition de la notion de paysage, alors qui est, on peut passer la prochaine slide. Voilà. Alors on a une notion générique de paysage avec une définition et que l'on retrouve à la fois en termes conventionnels, c'est-à-dire au sein de la Convention de Florence de l'année 2000, qu'on le retrouve exactement dans les mêmes termes dans le Code de l'environnement français, et puis surtout qu'on le retrouve dans des termes très similaires, qui est assez surprenant d'ailleurs, dans le Code de l'environnement polynésien. Vous savez que la Polynésie, comme la Nouvelle-Calédonie, a une compétence propre en matière notamment d'environnement. Et la Polynésie a choisi de reprendre finalement les mêmes critères que ce qui peut exister en Europe, en France, c'est-à-dire avec deux critères. Le premier critère, c'est le critère de l'observation ou la perception. Un paysage peut être perçu par une population, par des personnes, avec de façon sous-jacente une dimension esthétique, nécessairement. Et le deuxième critère, c'est l'interrelation entre les humains et la nature. Donc deux critères, la perception, l'observation et l'interrelation en nature. La difficulté de cette définition, à l'évidence, c'est le caractère anthropocentrique. On est dans une définition très occidentale, et donc
on va comprendre que le paysage autochtone, il colle difficilement à cette définition. Il va falloir faire évoluer, en tout cas, la notion de perception, voire faire disparaître la notion de perception, coller justement à la notion de paysage autochtone. Et si on colle à ces définitions, et si on lit un peu des travaux d'ethnologie, je pense à Claude Lévi-Strauss ou Philippe Descola, on s'aperçoit qu'eux-mêmes contestent complètement ces définitions du paysage pour l'appliquer au peuple autochtone et aux communautés indigènes. Pour Claude Lévi-Strauss, il dit clairement, quand il parle des Indiens d'Amérique spécifique, il dit clairement que finalement, ces Amérindiens n'ont pas cette conception esthétique du paysage. Elle n'existe pas pour eux. Ils ne voient pas quelque chose de beau. Ils voient quelque chose qui est pénétré finalement de valeurs autochtones, de cette cosmologie propre aux autochtones. Quant à Philippe Descola, qui a travaillé sur les Hatchars, comme vous le savez, Philippe Descola, il dit que cette conception de paysage perçue n'existe pas en fait dans la forêt amazonienne, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de recul pour percevoir quoi que ce soit. Nous sommes dans la forêt, les Hatchars sont dans la forêt, et que pour Philippe Descola, il y a deux sites, deux environnements où l'on peut percevoir un paysage. D'abord dans le jardin, où finalement, par la technique du brûlis, on arrive à dégager un espace et voir un aspect, plutôt un élément de paysage. Et Philippe Descola ajoute que c'est précisément dans le jardin qu'on voit apparaître les esprits du jardinage. Donc on voit que dans cette conception de Philippe Descola, le paysage déjà vient se corréler avec une dimension spirituelle qui est propre à la communauté Hatchar. Et par ailleurs, le deuxième site où on voit apparaître un paysage chez Philippe Descola, c'est une rivière. Mais là encore, il ajoute qu'à chaque fois, dans la rivière, c'est là que vous avez la cosmologie, c'est là que vous avez les mythes qui apparaissent. Et donc, à nouveau, ce n'est pas le paysage esthétique, c'est le paysage cosmologique, c'est le paysage qui est pénétré de valeurs autochtones. Mais en tout cas, pour ces deux brillants ethnologues ou anthropologues, évidemment, il n'y a pas de paysage au sens esthétique, ce n'est pas du tout la conception du paysage qui doit être retenue, c'est tout autre chose. Alors, pour autant, même si la définition de cette notion générique de paysage est assez défaillante, on peut retenir certains outils juridiques, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que cette notion, elle peut aider finalement les peuples autochtones à défendre leur paysage. On a quelques exemples actuellement en Guyane. On a deux, alors il y a beaucoup d'instruments, j'en ai simplement retenu deux. C'est d'abord au titre de l'urbanisme, du code de l'urbanisme, on peut, une collectivité, une commune, une intercommunalité peut utiliser son code de l'urbanisme pour identifier, localiser des éléments de paysage en vue donc d'en assurer la restauration. C'est intéressant pour que la commune ou l'intercommunalité soit partie prenante à cette logique autochtone, à vouloir protéger avant, la survenance de travaux qui pourraient porter atteinte à ce paysage, vouloir donc inscrire ce paysage dans le plan local d'urbanisme de façon justement à pouvoir l'opposer au juge et que le juge soit tenu d'en tenir compte pour évidemment faire opposition à ces choses. Ça, c'est un premier élément. Encore faut-il évidemment que la collectivité soit d'accord pour aller dans cette direction. Évidemment, il n'y a pas forcément une corrélation entre le peuple autochtone et la collectivité. Le deuxième instrument, ce qu'on appelle les ICPE, c'est-à-dire installations classées pour la protection de l'environnement, encore, ça touche principalement les éoliennes, les centrales électriques, par extension les mines et carrières, ou ici, pour ces installations qui pourraient porter atteinte au paysage, une autorisation préalable de la part de l'autorité préfectorale, de la part du préfet de département est nécessaire, et cette autorisation préfectorale est elle-même conditionnée par deux éléments, une évaluation environnementale et une enquête publique. Vous voyez, on peut se dire, c'est inintéressant, c'est pas suffisant. On va faire une enquête publique, c'est pas le consentement libre et libre. C'est une simple enquête publique, on va recueillir l'opinion de la population, et pardon, je parlais de façon triviale, mais après on s'en fout un petit peu. Voilà. Si l'intérêt général ou parfois l'intérêt particulier, si vraiment des questions financières ou stratégiques s'imposent, finalement l'enquête publique peut être très négative. On va quand même, notamment en Guyane, dans quelques exemples, la Montélimar, le mine d'or de Sao, ou encore plus récemment le projet CEOG, où finalement l'intérêt général l'emporte, et même si la population locale y est opposée, on va contourner cette opposition, on va imposer quelque part quelque chose d'assez vertical dans l'installation empêchée. Pour autant, ces dispositions assez intéressantes, encore une fois, l'idée c'est vraiment d'utiliser les outils de droit interne, y compris en métropole. Elle est intéressante parce qu'on a une jurisprudence administrative qui est venue véritablement protéger les paysages. On a deux paysages, à gauche et à droite. Alors, ils ne sont pas tout à fait anodins. Le paysage à gauche, c'est celui de Montchévrier, c'est le paysage de Georges Sand. Voilà, que Georges Sand a dessiné, a écrit. Et le paysage à droite, c'est le paysage de Marcel Proust.
là encore, qui a été protégé non seulement par le juge administratif, par le Conseil d'État, mais aussi par l'autorité préfectorale. C'est-à-dire qu'alors qu'il était question d'implanter dans ces paysages un parc éolien, le préfet a considéré que ce parc éolien allait porter atteinte à ce paysage, non pas par rapport aux critères de l'observation, conception, l'interpolation, mais, nous dit le Conseil d'État, parce que ces éléments de paysage présentent une dimension historique, mémorielle, culturelle et artistique, y compris littéraire. Donc là, on est dans une autre définition du paysage. On commence à se rapprocher du paysage autochtone. On est dans un paysage culturel, dans quelque chose qui est culturel. Et c'est parce qu'il est culturel, parce qu'il représente une dimension culturelle, que le juge administratif français, qui est pourtant très centralisateur, finalement, ça a pris l'initiative de confirmer l'interdiction d'implantation du parc éolien par le préfet. Alors, on ne sait pas par les mais on se dit finalement ce qui est possible du côté de la métropole française doit être possible évidemment dans un département comme la Guyane. Et évidemment, malheureusement, la lecture est tout autre. On s'aperçoit que les intérêts ne sont pas les mêmes. Et lorsqu'il s'agit cette fois-ci, et c'est la limite de la définition juridique du paysage, lorsqu'on se déplace cette fois-ci en direction de la Guyane, on s'aperçoit que la lecture du paysage culturel n'est pas exactement la même. Et que l'intérêt stratégique sur les mines d'or, sur l'implantation d'une centrale photovoltaïque et à hydrogène du côté de l'ouest guyanais, finalement, s'impose par rapport à la protection du paysage autochtone. Ici, le paysage autochtone s'efface. On ne prend pas en considération ce paysage autochtone et on a évidemment de multiples exemples où on voit qu'effectivement, les intérêts autochtones doivent s'effacer par rapport à l'intérêt général, entre guillemets, sachant que l'intérêt général, ici, j'en parle, pour reconnaître aussi que du côté du territoire guyanais, il y a un déficit énergétique et que la Guyane doit satisfaire à l'exigence de la loi 2015 sur la transition énergétique, c'est-à-dire l'autonomie énergétique d'ici 2030. Et c'est cet intérêt qui a pris par rapport à la protection des paysages autochtones et de ses valeurs de passé. Alors, on voit la difficulté d'appliquer cette notion de paysage générique. Il faut se tourner vers une autre définition, vers une autre notion, ce sont les paysages et sites légendaires. C'est une vieille loi française, c'est la loi du 2 mai 1930 qui permet de protéger les sites légendaires, qui est codifiée au sein du Code de l'environnement. Et alors, la notion de site légendaire n'est pas définie, mais dans la pratique, on s'aperçoit qu'il y a, encore une fois, je me tourne vers la métropole, de façon à bien ancrer les paysages autochtones dans le droit français. Et on a un site très connu, c'est la forêt de Brocéliande, en Bretagne, qui est un site légendaire, avec, vous voyez deux photos, à droite, c'est la tombe de Merlin l'Enchanteur, le tombeau de Merlin l'Enchanteur. À gauche, c'est la forêt, la fontaine de la fée Viviane, fontaine de Jouvence. Donc, ce lieu de la forêt de Brocéliande correspond au lieu légendaire du roi Arthur, sa quête du Graal, et qui est protégé en tant que site légendaire. On s'est dit, ben, finalement, il y a des légendes en France. Il y a des légendes, il y a des mythes en France, en métropole française. Il y en a d'autres. Vous allez du côté de la Drôme, vous avez tous les 24 décembre, deux rochers qui se mettent à danser parce qu'ils sont habités par des fées. Vous avez dans la Drôme une roche qui porte un pas de mule. La mule étant une femme qui a été transformée, en mule justement par le diable pour protéger son mari. Enfin voilà, il y a un tas de légendes qui existent dans le territoire métropolitain. Et là encore, par voie de raisonnement, par voie de déduction, on dit finalement ce qui existe en métropole doit pouvoir exister en outre-mer. Et ce qui est assez intéressant, ce qui est très intéressant, c'est que du côté du Code de l'aménagement polynésien, on a cette même disposition. On a également une protection des sites légendaires. Et là, on se dit, mais c'est fantastique. C'est fantastique, parce que du côté de la Polynésie, du côté de la Nouvelle-Calédonie, du côté de la Guyane, on a plein de légendes, on a plein de mythes. Tout le territoire, finalement, est indissociable de ces mythes et légendes. Et donc, naturellement, on va se dire, si on regarde les sites légendaires qui sont protégés du côté de la Polynésie notamment, on va avoir une liste innombrable de sites légendaires. En réalité, non. On a très peu de sites. Si on regarde tous les sites protégés du côté de la Polynésie, on doit avoir monuments naturels et sites légendaires. On doit avoir environ 210 sites qui sont protégés. La moitié, ce sont des marais, donc des lieux de culte. Et puis, sur les sites légendaires, on n'a quasiment rien. Moi, j'en ai trouvé 3. Alors, imaginons qu'il y en ait une dizaine. Une dizaine sur toute la Polynésie qui correspondent à un site légendaire. Le site de Taoutira, voilà. C'est un exemple de site légendaire avec la légende, je ne vais pas écrire la légende, la légende de Onura. Voilà. On a vraiment cet exemple-là. Moi, j'en ai trouvé 3 seulement. Donc, un volume insignifiant de site légendaire par rapport à la possibilité de protection de ces sites du côté de la Polynésie. Donc, on a un outil, on peut passer Zéra,
On a un outil qui est extrêmement intéressant, c'est les sites légendaires. Donc, on s'aperçoit qu'il est inefficace. Précédemment, on avait un autre outil qui était assez vide par rapport au paysage de tôle, c'est-à-dire le paysage générique, mais qui était plutôt efficace dans l'outil. Donc, on a deux éléments qui finalement sont assez peu intéressants, quelque part, pour venir protéger les paysages de tôle. Alors, une troisième notion, les paysages culturels. Alors, les paysages culturels, on peut parler précédemment sur la définition du Conseil d'État, ces paysages qui représentent un élément de culture. Les paysages culturels qui sont donc protégés au titre de la Convention de l'UNESCO de 1972 et qui se limitent, alors je vais limiter à cette dimension-là, à cette définition, une œuvre conjuguée de l'homme et de la nature. Et au titre de ces paysages culturels, on a une catégorie qui est extrêmement intéressante, c'est la catégorie des paysages culturels associatifs, définis comme des paysages qui se justifient par la force d'association de phénomènes religieux, artistiques ou culturels à des éléments naturels. Et là, ça devient extrêmement intéressant parce qu'on s'aperçoit que, et il ajoute, en l'absence de traces culturelles matérielles, c'est-à-dire de présence humaine. Et donc, on a quelque chose qui colle véritablement à la notion de paysage, puisqu'on a des éléments naturels, des éléments culturels, mais parfois en l'absence de toute trace humaine. Et on a un premier exemple, c'est le loup, du côté de l'Australie, on peut passer à Zera. On a le mont Tongariro du côté de la Nouvelle-Zélande et Papano Nuku'alofa du côté de Hawaï. Trois sites, donc. Trois sites. Si vous regardez les photos qui sont tout à fait représentatives, ce sont des sites naturels en l'absence, essentiellement, de présence humaine, de traces humaines. Il n'y a pas de traces de population, sauf les valeurs autochtones qui sont indissociables de ces paysages. Et là, on est dans le paysage. Le paysage culturel, donc, intègre complètement toute cette dimension des paysages autochtones. Et on peut se dire, finalement, la France, on a trois sites, donc Hawaï, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, on se dit, la France, on peut passer, etc. On a un site qui est assez extraordinaire, c'est Tapu Tapu. C'est en Polynésie, sur un lieu qui est un lieu mythique, c'est l'île de Raiatea, l'ancienne, autrefois, l'île de Hawaï. Raiatea, c'est pas n'importe quoi, pour ceux qui connaissent un peu la Polynésie, ou Maui. Raiatea, c'est l'origine du monde. C'est le lieu où le dieu Taroa a sculpté le monde, a composé le monde. Il a même ici créé le premier homme, l'homme tiré de la terre, façonné à partir de l'Asgard de Raiatea. Donc c'est vraiment la terre autochtone, véritablement la terre autochtone. On peut passer la terre. Et surtout, ce qui est absolument fascinant, c'est de lire le plan de gestion et le dossier de candidature du site de Tapu Tapu pour être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On a des éléments qui sont complètement dans l'autochtonie. La vision et les valeurs autochtones viennent donner à ce paysage tout son sens dans un va-et-vient constant entre les éléments tangibles géographiques du paysage et les références intangibles évoquées en filigrane. Ces références intangibles, c'est évidemment les valeurs autochtones. Il s'agit d'un paysage associatif qui matérialise le sacré de fondation du monde par le dieu Taroa. Je continue aux îles de la Cité. La tradition orale fait commencer l'histoire à Hawaï, donc l'ancien nom de Raiatea, sur la montagne Te Atapuk, montagne sacrée où le dieu Taroa posa le pied droit après avoir constitué le monde. Il faut quand même préciser une chose, c'est que le plan de gestion, il est fait par la collectivité du coin. Le plan de gestion, il est fait sous l'égide du ministère de la Culture en France. Un plan de gestion UNESCO, il ne se fait pas comme ça sur le coin de table. Il est réalisé par les autorités françaises, sous l'égide des autorités françaises, et accompagné véritablement avec le ministère de la Culture. Donc on est dans un État qui se revendique comme unitaire, comme indivisible, et qui finalement, dans un plan de gestion UNESCO, pour protéger un site à venir UNESCO, finalement, écrit clairement qu'il s'agit là d'un paysage autochtone. On peut passer. Finalement, ces différents sites, Tapano Nuku'alofa, Tapu Tapu, Tongariro ou Uluru, il ressemble véritablement à ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Ces deux sites de Turevera, Te Awatutua, et pour ceux qui connaissent un peu le droit de la nature, ce sont le droit de la nature. Ces deux sites en Nouvelle-Zélande ont été, ont fait l'objet de lois pour justement conférer à ce parc national, à ce site de Te Awatutua, et puis la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande, par la loi Te Awatutua, reconnaître à ce site les droits de la nature. On s'est dit finalement, si un paysage de tôle, nécessairement, ça veut dire que ce paysage de tôle, si on le décompose, il est fait d'éléments qui sont matériels, mais aussi qui sont pénétrés d'une âme, d'un esprit. Et donc, il faut les protéger en tant que tels. Ils peuvent être porteurs de droits. Et qu'entre Te Rivera, Te
Teotihuacán et Taputapatia, il n'y a aucune différence, aucune. Donc, ce qu'il a été possible de faire du côté de la Nouvelle-Zélande, il est tout à fait possible de le faire en France, en reconnaissant des droits de la nature au profit de ces paysages autochtones. On finit la dernière slide, etc. Et finalement, on voit le qui se fait du côté de la Nouvelle-Calédonie. Je n'ai pas beaucoup parlé de la Nouvelle-Calédonie parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur les paysages, il n'y a pas de disposition sur les paysages de la Nouvelle-Calédonie. Par contre, il y a une disposition qui est extrêmement intéressante. C'est l'article 110.3 du Code d'environnement de la province des Îles-Loyauté. Il nous dit, je le lis, hein, le principe unitaire de vie qui signifie que l'homme appartient à l'environnement naturel qui l'entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel constitue le principe fondateur de la société canadienne. Système holiste avec l'homme, ses valeurs et l'élément naturel. Et surtout, afin de tenir compte de cette conception de la vie et de l'organisation sociale canadienne, certains éléments de la nature doivent pouvoir se reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres. En Nouvelle-Calédonie, du côté de la province des Loyautés, donc, on conçoit, on a légiféré pour reconnaître des droits de la nature. Pour l'instant, sur la nature, sont reconnus uniquement au profit des tortues et des requins, mais il est évident que cela va évoluer en direction d'éléments naturels, c'est-à-dire de paysages. On va prochainement, du côté de la Nouvelle-Calédonie, consacrer des paysages autochtones, en espérant, je coupe là-dessus, qu'évidemment, ce mécanisme de décolonisation du paysage, c'est ça, et d'appropriation du paysage, les deux ensemble, puissent se répandre à travers la France, y compris peut-être du côté de la Guyane ou de la Tunisie. Merci beaucoup. It's very interesting presentation where you really got in the mix of the legal norms, and I think it brings us back again to methodology, because we need to apply a certain methodology to read the national, the transnational, the different norms into and at the right nature. So I thought this is what's strategically really interesting. I hand over to you, Carolina, to wrap up all these beautiful presentations and to give your very highly esteemed input. Don't wrap it out. No, don't send it to me because I think that they have to wrap it out instead of me. But well, I will start with Ricardo and the language and the problem with be involved in research with indigenous people and the question of language, especially because in indigenous languages there are conceptualizations that are impossible to translate into a Western conception of, for instance, humanity. Yeah, it happened to me in my own research in Temuco, in different environmental conflicts for the defendants of a river, a land and trees, and then all these mindsets that we have from the academia do not really work. Concept of nature, the concept of humanity, the concept of el che persona that Ricardo speaks about it. And I like it very much. It connects to what you say to the concept of humility, to be humblessness, that we need in the academia, and that it really is a value, I think, that we need to recover, because and that brings us also to think about what is the role of the academia in the 21st century. Is that to continue favoring certain ways and mindsets of knowledge, or do we have to move forward in a situation where we are affected by many threats as humans, yes, like climate change and things like that? It brings us also to your presentation, to what is the meaning of all these laws and provisions for the defendants of the landscape. Yeah, we have many laws. I work with laws, and how do they exist in the land is a puzzle. It's something that Bruno Latour discussed it before he passed away. The discussions of the relation of concepts with the land, and a profound critic to Western thinking of say, okay, we have beautiful concepts, but we have to return it to the land. In indigenous worlds, that doesn't happen, because any concept that is not attached to the land it doesn't have any meaning. Yeah.
I do not know, perhaps you can say something about to wrap it up yourself. No, I'm talking about the speakers. Ricardo, Matthew, Pierre, based on what I have just said about, I didn't touch the colonial thinking or border thinking. I'm a border thinker rather than the colonial thinker. But I leave it to you, I give the floor to you to wrap it up with your beautiful contributions. Ricardo, si tú quieres empezar para terminar tus últimas ideas para el público. Yo quisiera sobre todo destacar los puntos de encuentro que tenemos con los dos colegas que hemos puesto acá, porque finalmente en ambas exposiciones lo que va apareciendo, ¿cierto?, es que el concepto, ¿cierto?, de ser humano y de naturaleza que llamamos en Occidente, en el mundo indígena no está disociado, no hay dos conceptos. Somos seres de la tierra y del agua y por tanto los pueblos, como dirá el pueblo mapuche de sí mismo, es un pueblo de la tierra. Claro. Y lo que le pasa a la tierra le pasa a ellos, ¿ya? Y no solo en un sentido físico, sino que en un sentido metafísico y espiritual. Ahora, como aquí estamos trabajando el tema de la descolonización de las metodologías, yo volvería sobre la idea de cómo la investigación que hacen los jóvenes mapuche es importante porque ellos descubren un sentido de investigar en su cultura que no es el mismo sentido que tiene entre nosotros, que estamos permanentemente disputándonos, ¿cierto?, todas las prebendas y privilegios que tiene la investigación científica y tenemos que imponernos unos con otros. ¿Ah? ¿Cómo publico yo en la mejor revista? ¿Cómo yo tengo información que yo me apropio, así como si yo fuera un gerente de un conocimiento propio? Y ellos lo que están diciendo, no, conocer es un conocimiento compartido, comunitario, que tiene que tener una dimensión ética, ¿cierto? Una dimensión también jurídica y una dimensión política. Entonces, en ese sentido, el mundo indígena nos está diciendo, el conocimiento no es algo puramente racional, especulativo, es algo que nos toca profundamente en la vida práctica. Y yo creo que esa es la pregunta que yo me hago, ¿hasta dónde en nuestras universidades podemos efectivamente armar este tipo de espacios? Y yo termino diciendo solamente que es la disputa que yo encuentro presente en Chile, pero también en otros lugares. Hay algunos profesores que dicen, esto no se puede lograr en la universidad occidental porque esta universidad está completamente erosionada con los valores propios, ¿cierto?, del liberalismo y del neoliberalismo epistémico. Yo no comparto esa oposición, porque yo creo que efectivamente siempre en las universidades hay espacio. Siempre las universidades generaron espacios, digamos, de lucha, de poder. Y perdóname que vuelva un poco hacia atrás y que venga sobre un tema que es muy propio del mundo católico, ¿cierto? Cuando el filósofo y teólogo Tomás de Aquino empieza a pensar junto con los filósofos árabes, el obispo de París condena sus tesis y las pone en las puertas de la catedral. Y eso entonces es una muestra de cómo, ¿cierto?, uno puede disputar poder al interior de la Iglesia católica, al interior de la universidad, sea católica o sea del Estado, y por tanto el conocimiento es eso, es la posibilidad de luchar por una manera distinta de concebir, digamos, una realidad humana diferente. Y yo creo que eso es lo que es lo más importante de una descolonización de la metodología, como nos enseñan nuestros estudiantes mapuche. Sí, sí. Matthew, for you, some words about what is for you the decolonization of methodologies after all these beautiful words that you put in your presentation. Thank you. So, as a non-Indigenous scholar, to me, I feel like my role into the academia is to not to say what Indigenous people think or do or how they should work. It's to
to have a position inside the academia to make room to for other ways of thinking and building knowledge and being in the world. So my saying inside the academia is sort of give the power back, step down and get off, you know. That's revolutionary. Well, I feel like there's a way too much pride, and I mean this in the most simple way inside the academia, and I think it is really toxic and anti-scientific. I think it doesn't serve scientific knowledge to work without while rejecting ways of knowing. How can you, if you want to build some knowledge inside academia, you need to confront your ideas, you need to confront your data to other ways. You need to verify if anything has some resonance in the world. And if you reject to confront your knowledge to other ways of knowing, then you're rejecting, I think, the scientific method. So I think it's essential to be more humble, to recognize our limits, and to recognize that we never do things only by ourselves. We share knowledge. Like today, we share with people and we have input from people, and those input confirm, validate, valorize, or devalorize what we do. And this is how we negotiate the knowledge. And this is how we arrive, this is how we come to being better collectively. And I was talking yesterday to some colleagues at a conference about, you know, this rise of conspiracy theorists. I think maybe the academia is failing to communicate. It's failing to make sense. Yeah. It's not all the fault of anyone who have whatever ideas. Maybe we're failing scientifically to make sense. And I mean it when I say we should stop pressuring professors to do wrong, and we should stop pressuring professors to publish intensively instead of having honest relations with their students, having communicate with media to vulgarize, to speak the knowledge and communicate it to the public. We don't valorize this enough inside the academia, and to give back the data to the native population. We took the data, we profit from those data, and we need to give it back. We need to work within the community to valorize the way of knowing of, there's a coffee spill there. Oh, yeah. We want to break it. Oh, wow. Much energy in the class. Yes. So, yes, people inside community have knowledge, have competence. We build knowledge and we profit from it. And we need to. Oh, wow. Yes, so, and we need to give it back. Yeah. Pierre, thank you very much for all these notices about law and the protection of the landscape. My question for you to wrap it up is how you situate yourself in this decolonization of methodologies as you are teaching all these articles and all these things. It's your position as an academic, as a researcher. How do you situate yourself into the decolonizing process? It's very difficult because I'm not photojournalist, and it is the beginning of my research on this topic. So
I'm very far away from Indonesia and New Caledonia. And my first experience is in Central European countries, where I have done some research on national minorities. And I have tried to develop my research with some ethics about national minorities and Roma population. But it is very difficult. I have to develop this field of research. Because a lot of respect with such a value. But it is very difficult to answer this question because I've never gone as a researcher in Polynesia and New Caledonia. So I will come back in maybe 1 year or 2 years and in order to answer to this question because now it's very difficult for me to answer. That's why I developed my research about metropolitan law because it's the first step to understand the French law about landscape and to use it. Yes. And after to go to Polynesia, New Caledonia, and Guyana, and to apply this French law to this territory. Are there any questions from the public to the presenters, please? Here. I'm having a. Can you identify yourself? Oh, yes, my name is Isaac Lau from Peru. And I study political science. Okay. It can be in Spanish too. Okay, en español. Okay, no. Okay. I was going to put it in Spanish. Right, yeah. So I was having a, well, it's quite often that I come to this kind of conferences and I run into this situation where we using one of the arguments of Ricardo, right? Like if we are going to try to be open and inclusive, you know, of ways of expressing, thinking, or even like trying to learn the language of some communities speak in some communities that have been historically oppressed or conquered or colonized. We should also try to have some clarity with the concepts we are basically using that come from the philosophical Occidental tradition. And to begin with, and this is something that even yourself indicates very well, there are some misconceptions and common places that keep repeating in this kind of conferences that is historical or not true. It is not true, for example, that science is a European project. So in the even in self reveals, the contribution, the initial contributions coming from the ancient Near East tablets of clay tablets that we are still reading today and deciphering, that reveal a profound knowledge of several topics in geometry, even calculus, arithmetic, or medicine, astronomy. The Greek themselves, the ancient Greek, that didn't consider themselves European, as far as they were concerned, the European were basically tribes of savages and barbarians. And so, and they were the center of war. And the pretension, even in classic rationalism, from the illustration, the Enlightenment, was that science was a universal language or project in the sense that was to transcend autochthonous European conceptions. I mean, European religion, for example, Celtic religions, original, so to speak, Christian approaches. So it is not true, or it's basically a misconception to think that science, in the sense of a scientific method, or that, so to speak, European epistemology, is against or collides only with traditional autochthonous belief or indigenous beliefs in Latin America. It collides frontally, right, and violently with traditional belief, autochthonous beliefs in Europe. So if you ask of a relation between a Celtic religion with the environment, it's going to be the same pretty much like the one that Mapuche have with the land, with the environment, and with the concept of themselves as a unity, where there is no division between a religious self and rational self. It's all one entity. So those are a perception that in our respect we should try to pay attention to the fact that even when Husserl themselves, which is one of the founders of the philosophy of liberation, he's proposing an alternative, and after deconstructing all of these pillars of European science, he indicates, well, obviously he's very much aware that you can deconstruct pretty much everything, and the problem is when you propose something
that's also going to be deconstructed. And when he proposes an elective, by the way, he's using Greek terms after being critical of Hellenocentrism or Eurocentrism, he's still going back to the origins, so to speak, and he's indicating that it's a worldwide collaboration between all peoples and civilizations to advance a common language of scientific research that is still universal. His proposal, when he goes to an elective knowledge or research, is still in the tradition of coming with something that is universal and inclusive of the contributions of all the peoples of the world. And in that sense, the scientific project, with Kant indicating that itself, was that it was a language that was supposed to be universal. So even though I am okay, I am perfectly fine, and I actually advocate for myself that not only the acknowledgement, but the invitation to the discussion and the encouragement that contributions that these original peoples of Latin America, for example, of other parts of the world have been colonized, are valuable, or they have valuable inputs and insights to contribute to the advancements of science. It is not true, and not existed so far, and even several of these philosophers of liberation acknowledge that there is not such a thing as an alternative scientific method or epistemology that is free of prejudice. In that matter, in that sense, that it's also actually when I forgot to mention this, that we are not in this respect trying to invalidate this kind of knowledge, but we are proposing from scientific, from our approach, a scientific approach, rationalist, a critical rationalist approach, not positivist, not what dominates academia or the scientific approach that we are using right now in the line of Popper thought is not a positivist approach, it's a criticism or a critique of positivism, both logical positivism and classical rationalist knowledge, and is critical, and that element critical comes even from Frankfurt School tradition, and so we have to be aware that this is an open endeavor that aims to incorporate a contribution from all the peoples of the world. So that's the way we're doing science. There is no such a thing as an alternative way of doing science, but yes, we should incorporate everyone's contribution. Here we have another question. I'll try to be brief. And I've actually one for each of you, but some connected. And I may start with you. Yeah, yeah, it's fine. And I guess in academia we are a bit provocative, so part of the debate is the challenge. Because you just mentioned before when you were asked about decolonization, right? Saying, well, but I haven't gone yet to those countries, I haven't been in contact. Yeah. And I personally believe that the colonial methodology also applies if, you know, like at the beginning you said, well, I want to think or use, or maybe use is not the word, but like indigenous or autochtone, in a context that is not, but you still like using that kind of knowledge to think about France and other characters law. And so I personally believe that even if you are not in contact, of course, it's different type of challenge, but there's still a decolonial method. And then my question would be, to what extent is there un paysage autochtone? Tu parles souvent du paysage autochtone. Et puis, par exemple, tu mentionnes Derrida. Et Derrida fait des scolaires sur les ontologies amérindiennes. Donc, c'est des contextes particuliers. Et je me demandais pendant toute ta recherche, parce qu'on voyageait aussi dans différents endroits, dans quelle mesure est-ce qu'il y a un paysage autochtone? Ou quelle est pour toi, du coup, la définition du paysage autochtone? Et puis, un peu connecté avec du coup, les méthodes décoloniales, à plusieurs reprises, tu parles de mythes, puis légendes, et tu compares avec... et je me demandais de nouveau dans quelle mesure on peut faire ce genre... Enfin, on peut faire... Dans quelle mesure ce genre de comparaison en connexion avec Alexis, justement, ce que tu mentionnais, l'idée d'ontologie, on dépasse le mythe ou la légende
Et donc, ouais, je me demandais un peu ce genre de parallèle, comment est-ce que tu vois ce débat-là. Y luego para los dos juntos, y ahí conecto con lo que hablamos ayer, que es un poco terapia. That we continue in English, please, because Okay, sorry, in English then. en español, para si es mejor español o Pues inglés. sí, porque como tu presentación en español, yo creo que más fácil. Claro. Empezaste y me quedé con eso, la presentación diciendo, bueno, pues soy activista y académica. Y me contestan en los dos lados. Y yo tengo el mismo sentimiento. Y pues me preguntaba cómo manejas eso, justamente esa doble identidad en el papel es diferente. Y conectado con eso, en español no digo. Ouais. J'accroche les morceaux, ça va. En la rueda de Cállate. Ouais. Eso del activista, o que es el activismo en academia, ¿dónde lo pondría en ese marco ético? Como ¿es algo ético? ¿Es algo que se tendría que hacer para hacer una investigación ética en contexto indígena? ¿O también surge otro problema quizá ético de ese tipo de activismo? Je pourrais faire un résumé en français. Ouais. C'est pas sûr que j'ai. Non, ça, du coup, il parlait de ce double. Oui. Comment est-ce dans le cadre éthique que tu proposes, ce genre d'activisme, est-ce que ça fait partie d'une démarche éthique? Est-ce que du coup, ça suscite d'autres questions éthiques? Enfin, comment est-ce que tu le placerais dans les différentes valeurs et le cadre que tu nous as présenté? Eso sería mi dos preguntas. Gracias. Est-ce que tu veux y aller en premier ou? Ya, Ricardo primero. Bueno, ¿Todo bien? ¿Todo bien? de lo que se discute Muy bien, en contigo. tu presentación, Porque no sé. yo diría lo siguiente. Para mí, la cuestión del lenguaje es probablemente la más difícil y la más compleja a la que nosotros tenemos que responder en filosofía y en ciencias sociales, y yo diría también en eso que hemos llamado la ciencia empírico-formal o la ciencia exacta. Yo tuve la suerte de formarme en la Universidad de Louvain con un gran teórico del lenguaje formal, Jean Laurier, es un especialista en filosofía del lenguaje y la ciencia, y él dice, partiendo así en su famoso libro La articulación de Sans, que no existe un lenguaje científico. Lo que hay son grupos de lenguaje científico que tenemos que intentar traducir y ver en qué sentido tienen una unidad para poder llegar a decir qué es un lenguaje científico. Y si en la época actual ya se ha erosionado una noción común de lo que es la realidad, la verdad y todo lo demás, entonces lo que nos queda son juegos de lenguaje. Wittgenstein, Lyotard y toda esa gente. Pero lo más importante para mí de la posición de Jean Laurier es que cuando yo postulé a mi beca, yo quería hacer una tesis sobre el vínculo entre el filósofo francés Paul Ricoeur y el pensamiento mítico mapuche. Entonces, cuando esto se discute en la oficina que entrega las becas a los latinoamericanos, Laurier dice, estas son las becas que nosotros debemos apoyar, porque Ricoeur siempre habló de los mitos en las religiones escritas. Y por tanto, la teoría de Ricoeur no ha sido probada a nivel de las religiones, ¿cierto? Como la de los mapuches, que son de pueblos que tienen un tipo de lenguaje oral. Mi tesis es eso, es ver hasta dónde Ricoeur, ¿cierto?, logra finalmente entregar algunos criterios interesantes para poder comprender una religión oral como la mapuche, pero que se puede aplicar a cualquier otra religión. ¿Ya? Ahora, dicho eso, vuelvo, porque tú hiciste varias referencias al tema de la filosofía de la liberación y al pensamiento crítico. Yo diría lo siguiente, así para provocar, ya que estamos aquí en un lugar tan emblemático
como Sciences Po, ¿cierto? Yo diría, lo que hemos hecho los latinoamericanos al venir a Europa es intentar mostrar a Europa si efectivamente lo que han pensado ha sido bien pensado o bien se han hecho preguntas que son incorrectas. ¿Ya? Cuando yo tengo entonces esa experiencia que me apoya, digamos, un teórico del lenguaje matemático como la de Adriel Conriquer, yo podría llevarla también, por ejemplo, a lo que hace Mignolo con Foucault, o lo que hace Forné Betancourt con Sartre, o lo que hace Enrique Dussel con Levinas. Entonces, ¿qué es lo que queda de Levinas, de Foucault, de Derrida y Riquet después de los trabajos directos de los latinoamericanos? Eso es algo que todavía no lo hemos dialogado con la filosofía francesa, porque para muchos franceses eso es un tema accidental. ¿Te fijas? Y yo no lo creo desde una perspectiva de pensamiento crítico. ¿Te fijas? Y eso habría que aplicarlo a los alemanes, a Heidegger, a Habermas, a Honneth y bueno, y a toda la intelectualidad, digamos, más brillante del mundo europeo y norteamericano, ¿cierto? Y yo con eso volvería, digamos, a la pregunta que tú me haces, ¿cierto?, sobre la doble identidad. Yo creo que siempre cuando uno tiene doble identidad tiene que sufrir. ¿Ya? Yo creo, y yo he trabajado mucho últimamente, ¿cierto?, las reflexiones que hace Emmanuel Renaud sobre la experiencia de injusticia, que yo la aplicaría también al campo de la vida que nosotros tenemos como intelectuales, ¿cierto?, que debiéramos hacerlo, y de nuevo quiero ser provocador, ¿cierto? ¿Para quién trabajamos nosotros? ¿Trabajamos para el CNRS o todos nuestros fondos de investigación que tienen nuestros países? ¿O trabajamos para la gente que decimos que queremos de alguna manera aprender de ello y dialogar? ¿Te fijas? Esa no es una pregunta sencilla. Porque yo soy financiado también por el Fondo de Chile. Pero tengo que decir, bueno, ¿pero esto sirve o no sirve a los mapuches? Y si no sirve, entonces no tengo para qué hacerlo. Ahí está el activismo. There is activism. Can you wrap it up with because we have Yes, another so on the question of and we have 4 minutes. yeah. So donc la position de l'activisme est on a soulevé l'idée que la recherche avait une position très positiviste. Il y a quand même des postures anti-positivistes aussi en recherche. Et si je reprends l'argument de Sean Wilson par rapport, et de Peggy Chalisa aussi, pour elle, et je pense que Linda Dewey-Smith aussi s'inscrit un peu là-dedans, les méthodologies autochtones, les approches autochtones de la recherche sont plutôt transformatives. On est dans un paradigme plus proche de la transformation. Et Sean Wilson le dit, if research doesn't change you as a person, then you haven't done it right. C'est une transformation de la société, c'est une transformation de soi, c'est une transformation de la connaissance. Et forcément, dans la recherche, on essaie de changer le savoir. C'est un peu la mission qu'on a en recherche, d'arriver à... On ne crée pas un savoir ex nihilo. On négocie des savoirs, on les amende plus qu'on les crée. Donc, et par rapport à l'activisme, je pense que c'est une question d'honnêteté. Je pense que les chercheurs qui sont dans un paradigme plus positiviste, peut-être pas universellement, mais certains manquent peut-être d'honnêteté à assumer, à avouer, à admettre le fait qu'ils prennent une position active pour défendre le paradigme positiviste. Cette objectivité-là, elle est pour moi fondamentalement dans la vie. Donc, c'est la transparence, c'est de reconnaître qu'on sert un propos. Le propos, on sait, est-ce qu'on veut servir le pouvoir de l'institution ou est-ce qu'on veut servir le pouvoir des communautés locales? Pour moi, elle est là la question. Et je pense que dans mon cas personnel, je pense que l'institution a assez de pouvoir comme ça. C'est pas mon mandat que de servir à engraisser et engrosser son pouvoir.
There is a One last question. question and then we have to wrap it up. Alain n'a pas répondu à la question. Yeah, bon, on peut discuter de ça après. Juste en français. Juste une anecdote pour répondre. J'ai fait mon travail de doctorat en Europe centrale, en Hongrie. Je suis parti en Hongrie pour faire le travail de doctorat. Pour un juriste, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout dans les mois et aller sur le terrain, rencontrer les gens, c'est pas forcément dans notre méthode. Et j'ai emprunté cette méthode et alors je suis allé rencontrer mon directeur de thèse dans une ville au nord-est de la Hongrie, à Miskolc, que personne ne connaît, vraiment très loin, près de l'Ukraine, près de la Roumanie, près de la Slovaquie. Et j'ai rencontré pour la première fois mon directeur de thèse, en français, qui travaille sur les minorités nationales, c'est un oxymore, c'est un temps. Mon directeur de thèse, Peter Kovac, qui est juge à la Cour pénale internationale, donc quelqu'un de l'église, c'est brillant. Et la première question qu'il me pose, c'est est-ce que vous savez jouer aux échecs? Alors, je me dis, il va falloir que j'apprenne le hongrois, il va falloir que j'apprenne à jouer aux échecs. Je travaille pour une thèse, puis écrit une thèse. Il avait raison, en fait. Je vais apprendre à jouer aux échecs. Donc, on est dans un État comme la France qui ne reconnaît ni les minorités nationales, ni les peuples autochtones. Il faut jouer aux échecs. Donc, il faut avoir une stratégie. Ça ne va pas de soi. C'est difficile. On voit ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. C'est brutal, c'est inouï, c'est une bêtise inouïe ce qu'a fait M. Macron. C'est inouï, quoi, de bêtise, de brutalité. Et bien, il faut être malin, quoi. Donc, mon propos, dans mes premiers travaux sur les paysages autochtones, c'est vraiment de saisir de la loi, je reprends de prendre la loi française et de prendre le législateur français à son propre jeu, avec ses termes, avec ses notions, avec ses concepts, les concepts métropolitains qu'on maîtrise ici, les légendes, c'est pour ça que j'utilise les légendes, et pas dans les limites. Les mythes en France, ça ne va pas ensemble, c'est plutôt les mythes autochtones. Mais les légendes, comme je l'ai dit, on les a en France. On les protège en France. Les paysages légendaires, on les protège en France. Donc, si on les protège en France, on peut tout à fait les protéger en Polynésie, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie avec des conséquences qui sont inouïes sur les peuples autochtones. En utilisant le droit métropolitain français avec la méthode administrative qui est pourtant, même du Conseil constitutionnel, qui sont pourtant les deux institutions qui sont les plus réticentes à reconnaître des peuples autochtones et les droits des peuples autochtones, et bien, c'est bien, puis je pense que vous faites pour Marcel Proust ou pour Georges Sand, pour les légendes guyanaises, voilà, amazoniennes. Et franchement, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Absolument, parce que moi, je viens de Human Rights Strategic Litigation. So wrapping it up, I think academia needs activism. I know that is for sure. Law even more so. I know there's one last question, but we really have to wrap it up, and then we can continue the conversation because we still have the room. And so please then approach like player, obviously they're still there. Yeah, activism, art, academia, and the law. This is where we end. Thank you very much.